Alors, je souhaite aborder avec vous, disons, sur cette heure d'intervention, environ quatre thématiques. D'abord, la manière dont je pense actuellement le rapport des seigneurs à la culture, mais pas qu'à la culture, mais puisque je parle de culture aujourd'hui, ben voilà. C'est-à-dire que la culture, elle est intéressante de différentes manières, je le développerai un peu plus, mais en tant qu'elle est enracinée dans un territoire. Et évidemment, j'utilise une notion qui est très, très actuelle, très contemporaine, avec le développement des idées de l'écologie, mais j'utilise la notion d'écosystème. Alors, je développerai un peu les choses, mais pour moi, penser les pratiques, les projets, l'action culturelle, si elle n'est pas pensée, cette action, dans une dimension territoriale et écosystémique, je pense qu'elle va perdre un de sa pertinence et probablement de sa puissance. Ensuite, la part importante, quand même, au fond, je reprends quasiment mon intervention de Rodez il y a une année, c'est de vous présenter une sociologie, une psychologie d'un public dit des seniors, qui est très hétérogène et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'autre abord, ça sera la question de la culture, que évidemment, je ne suis pas le seul à dire, c'était un peu une tarte à la crème, qui est une ouverture au monde, aux autres et à soi-même. Après, pour terminer, j'aborderai la question des publics empêchés et, utilisant cette expression qui est typique à l'action culturelle, je la développerai sur une vieillesse empêchée. On verra ce que ça peut se signifier. Et je terminerai sur la place de la culture en EHPAD. Évidemment, toutes ces thématiques sont extrêmement vagues, donc certaines seront traitées de manière plus ou moins synthétique et à charge pour vous de m'interroger ensuite. Alors d'abord, comme je vous ai dit, mon propos aujourd'hui et depuis quelques années, c'est de comprendre cette dimension écosystémique. Donc évidemment, la culture, dans ce cadre-là, est une ouverture aux seniors. Et, comment dire, la question de l'action culturelle à une école. La question de l'action culturelle peut se penser ainsi. Donc la culture, je développerai un peu plus, c'est une ouverture pour un sujet sur le monde, vers les autres, un accès à la connaissance de soi-même, une possibilité de développement de sa vie psychique, de sa vie cognitive et subjective, et aussi tout simplement et basiquement une évasion. Ce qui est fondamental dans nos vies, c'est de pouvoir s'échapper du quotidien, des contraintes du quotidien, des contraintes d'accords qui éventuellement fonctionnent moins bien. Et l'esprit, la vie de l'esprit, nous permet ces échappées, ces évasions qui sont ô combien fondamentales. Donc la culture, c'est un facteur de brassage social et intergénérationnel, une ressource plaisante et créative pour les professionnels, enfin un levier parmi d'autres d'une ouverture vitale et saine d'un EHPAD sur son environnement. Alors, qu'est-ce que j'entends par approche écosystémique ? Au fond, tout est écosystémique, c'est-à-dire déterminé par l'appartenance à un terroir, à un territoire singulier. Et à l'intérieur de ce territoire, qui a une identité, qui a une tradition, qui a une histoire, qui a une géographie, eh bien, il y a tout un tas d'intervenants, de structures qui sont interagissants entre eux et avec les autres acteurs locaux. Par exemple, à mes yeux, la mission d'une médiathèque ou d'une bibliothèque, elle est fondamentalement écosystémique, c'est-à-dire de connaissance de votre public, du territoire, de la culture locale, et partant de là, de voir comment la culture locale peut être un moyen d'accéder à une culture universelle. La plupart des gens ne finissent pas leur existence en EHPAD, la plupart des gens terminent leur vie, vieillissent durablement chez eux. Et donc, toute cette politique et toute cette organisation du maintien à domicile, elle est écosystémique. Elle est ancrée et elle se développe dans cette dimension-là. Pour les soignants, par exemple, qui sont présents, qui travaillent en EHPAD, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Vous avez un chapitre, on va dire, de cette disposition qui concerne la question de l'ouverture de l'EHPAD. Et un EHPAD est écosystémique. L'idée de cette dimension écosystémique, ça veut dire que chacun des acteurs pense son action
et non la reproduit. C'est-à-dire que pour ceux qui travaillent en institution, la médiathèque c'est une institution, l'EHPAD est une institution, une association de maintien à domicile est une institution. Toute la difficulté, c'est toujours de penser son action, de ne pas la faire sans perdre de vue le sens, parce qu'autrement, on a une tendance, nous les êtres humains et les institutions, à reproduire par automatisme, un peu bêtement. Et c'est là l'intérêt de penser de manière écosystémique, hein, tout l'enjeu est de la pensée. Donc, au fond, j'en arrive même à cette idée-là, m'appuyant sur comment je pense le soin, eh bien, je considère qu'une action culturelle, elle est intelligente car elle est intelligible. Si elle n'est pas intelligible, c'est-à-dire que si je ne l'ai pas pensée, si elle n'est pas pensable pour les autres, que ce soit le public auquel je m'adresse, les résidents ou le public des médiathèques, à ce moment-là, je ne la trouve pas intelligente, donc peut-être pas pertinente. Donc, comme je vous disais, un EHPAD est un élément d'un territoire, d'une commune, d'un quartier, qui n'a de cohérence et de sens que dans cette perspective. Autrement, c'est une structure hors sol. Vous savez, la critique qui est faite à un certain nombre d'EHPAD, pas à tous, mais il y a des EHPAD, on a l'impression qu'au fond, c'est une micro-société, ce qu'on pourrait appeler une sorte de huis clos, d'écosystème fermé. Et cette micro-société s'organise comme ça et ne bénéficie pas de tout ce qu'apporte l'ouverture sur le quartier, sur les associations, sur les familles, sur les professionnels, et réciproquement. Donc, dans cette circonstance, à mes yeux, la culture telle qu'elle est proposée, les animations telles qu'elles sont proposées, sont confondues avec une sorte de thérapeutique. Et d'ailleurs, parfois, on met, ou souvent d'ailleurs, on met l'animation comme étant une pratique thérapeutique. Moi, je distinguerais action d'animation culturelle qui n'est pas thérapeutique, mais qui a des effets thérapeutiques. Même parfois des effets psychothérapiques. Hein. On peut faire une sorte d'élaboration psychothérapique au cours d'une animation que vous faites, sauf que vous ne la faites pas dans ce but-là. Mais les gens, votre public, ou les résidents, vont se saisir de cette opportunité pour élaborer quelque chose. On verra l'importance du récit un peu plus loin, pour élaborer quelque chose. Et au fond, j'en arrive souvent à cette idée-là que l'EHPAD peut être une chance. On ne voit pas. Hein. J'ai publié un article qui s'appelle « EHPAD mon amour », l'EHPAD comme un tiers-lieu. Alors vous voyez bien pourquoi je dis « EHPAD mon amour », c'est Hiroshima mon amour, parce que quand même la plupart des gens, quand ils sont admis en EHPAD, ne le voulaient pas, ne le souhaitaient pas. Il y a 10 à 15% des gens qui souhaitaient être en communauté sociable, et puis le reste ne voulait pas, et c'est les circonstances diverses et variées qui les ont conduits à entrer en EHPAD. Et donc, pour un grand nombre, c'est une forme de traumatisme, en tout cas une rupture avec la vie précédente. Et je dis une chance, à condition que l'EHPAD soit ouvert sur le monde, sur le quartier, sur la commune, et donc permettent de relancer une vie, de relancer quelques désirs, etc. Alors, d'abord, quelques définitions que je reprendrai pour certaines un peu plus longuement. Donc, distinguons vieillesse et vieillissement. Le vieillissement est un processus. Certains disent même qu'on vieillit dès la naissance. Auquel cas, moi je trouve qu'on perd un peu de la pertinence du mot vieillir, il vaut mieux garder grandir. Mais c'est un processus qu'on peut dater, on est quand même un certain nombre à dire ça, à ce qu'on appelle le milieu de vie et la crise de milieu de vie. C'est-à-dire le moment où on commence à avoir des indices, la ride, le cheveu blanc, la perte de puissance, on ne monte plus les escaliers de 4 à 4, mais un par un ou 2 par 2, enfin bref. On commence à avoir des indices comme quoi, au fond, on est dans une vie à durée limitée et qu'on a notre corps, qui est notre récepteur, on va dire, ce qui nous permet d'interagir avec la réalité, qui nous indique que le temps passe et que les effets du temps passent. Donc le vieillissement est un processus, alors que la vieillesse est un état.
soit un état défini de manière administrative. La personne âgée, par exemple, on disait qu'elle avait plus de 60 ans pour des raisons administratives. Ou, le plus souvent, la vieillesse est un état subjectif. C'est-à-dire que vous prenez le métro, et puis à un moment donné, quelqu'un se lève pour vous laisser la place, vous avez subjectivement de la part de l'autre quelque chose qui vous renvoie que vous êtes vieux. Jusqu'à présent, personne ne se levait. C'est suspect. Mais la subjectivité, c'est la manière aussi qu'on a de se voir, de se regarder dans son miroir, et on a donc un rapport à la subjectivité des autres et à la sienne qui fait qu'on nous perçoit, on nous attribue comme étant vieux, ou on se perçoit, on se positionne comme étant vieux. C'est donc une subjectivité. Donc la notion de longévité, au fond, est une notion que nos gouvernants veulent soutenir. Pourquoi ils veulent la soutenir? Parce qu'au fond, vieillesse et vieillissement, c'est des mots qui sont chargés négativement, qui sont connotés négativement. Et donc, comme il y a toute une entreprise pour le bien vieillir, il y a toute une entreprise d'invention de vocabulaire pour rendre la chose, le fait de vieillir, agréable, acceptable, voire désirable. Alors d'abord, le mot senior, c'est un mot de marketing. Et vous verrez, je vous parlerai de marketing. C'est un mot de marketing et qui est au masculin ou au pluriel, mais jamais au féminin. Et d'ailleurs, ça n'existe pas une femme qui accepte qu'on la traite de senior. Il n'y a pas de féminin du mot senior. Donc on voit bien que là, c'est une trace de la catégorisation propre à une perspective économique avec son action qui est le marketing. La définition la plus pertinente pour moi du mot senior, c'est celle de Wikipédia. Un senior est une personne plus ou moins âgée, voilà, déjà pas mal, faisant partie d'une catégorie dite des seniors, donc on est donc senior, qu'on fait partie de la catégorie des seniors. Maintenant, il est convenu, je veux dire qu'on est senior à partir de 50 ans. 50 ans, voilà. Donc on rentre dans la seniorité, dans la senioritude, il y a tout un tas de mots qui sont apparus. Ben, vous comprenez bien qu'à 50 ans, homme ou femme, on n'a rien à voir quant à ses intérêts, quant à ses motivations, quant à ses responsabilités. On a souvent encore des ados, ce genre de choses. Quant à son désir, quant à la question du rapport au corps, de la séduction, etc., ça n'a strictement rien à voir avec un homme et une femme qui ont 90 ans. Et tout ça, c'est mis dans le chapeau senior. Et si vous prêtez attention aux journaux télévisés, aux articles de presse, etc., on emploie le terme senior de manière imprécise pour qualifier des publics variables. Pour moi, c'est aussi, ça décèle pour moi derrière ça une motivation, on va dire, un peu économique. Donc cette société des seniors, on nous la présente, ça c'est une photo de pub, hein, c'en est une parmi d'autres. Mais donc quand on regarde cette photo de pub, la manière dont on veut nous renvoyer l'image qu'on serait quand on est senior. Hein. Donc on est joyeux, on est même hilar, je trouve. Il faut savoir qu'au niveau du marketing, il y a tout un travail sur le gris, le cheveu gris, et que c'est souvent un certain type de cheveux gris qui est mis en avant, c'est-à-dire que c'est un gris qui est vif, moi que je définis comme vif argent. Et pourquoi il est vif argent, le gris des... Ben parce qu'il est jeune, c'est un gris qui est jeune. Donc un senior, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a des attributs et des atours de la jeunesse, à la différence d'une personne âgée dépendante qui n'a plus ces attributs. Alors il faut savoir que l'économie, la silver economy et son marketing travaillent beaucoup avec les sciences humaines, des anthropologues, des sociologues, etc. Et donc ça part de connaissances et de travaux qu'on fait, les sciences humaines. Simplement, c'est ça la fabuleuse invention de l'économie libérale, c'est qu'elle recycle tous les éléments pour ensuite, après, en faire des éléments de connaissance et ensuite de vente. Donc,
ça c'est par exemple une agence qui a on va dire, objectivé 3 grands axes, 3 moments générationnels. La question de la génération, ce sont des historiens qui ont fait ces travaux-là et ils ont été repris ensuite après. Donc je détaillerai la page suivante. Donc vous avez la génération consumériste, la génération de l'individu, la génération du collectif. Chaque génération est déterminée par des événements qui ont été présents au moment de l'enfance et de la jeunesse de ces générations. Et puis, se croisant avec ces 3 générations, ils ont profilé, parce qu'en fait c'est une forme de profilage, pour nous vendre, c'est-à-dire en marketing ça s'appelle du segmentage, pour ensuite nous vendre des produits avec un message parfaitement adapté à la cible. Donc il y a à la fois cette dimension marketing, d'accord, et il y a aussi une dimension qui est intéressante. Et donc je vous dis 3 autres axes qui sont soit la dimension du plaisir pour certains seniors, celle du partage ou certains du recul ou du retrait. Donc en fait la particularité de ce qui se passe actuellement, c'est que la population des seniors, au fond, c'est beaucoup des travaux de marketing qui sont en train de classifier cette population. C'est pour ça que je dis que c'est important de penser la manière dont on nous pense, parce qu'à ce moment-là, ça n'empêche pas de consommer, je veux dire, mais simplement on ne va pas être dupe de ce que j'appelle le miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'on nous renvoie quelque chose de brillant. Hein, l'image qu'on nous renvoie, elle est désirable, elle est aimable, elle est satisfaisante. On est attiré pour aller consommer à partir de ces éléments-là. Donc la particularité des seniors, et c'est en train de changer, parce que pendant longtemps, ils se disaient, mais ce n'est pas du tout la même cible, comment on peut vendre, etc. Puisque c'est si, encore une fois, la population des seniors est très très variable, très étendue. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent le terme de génération et de réinventer sa vie, parce que c'est vrai que c'est une dimension actuelle, hein, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de quinquagénaires, de sexagénaires, de septagénaires, d'octogénaires. Là, c'est tout récent. On a des octogénaires qui sont très leaders, très avant-gardistes, alors que jusqu'à présent, 80 ans, on estimait que les gens étaient là, sages et tranquilles. Non, vous avez de plus en plus d'octogénaires qui sont en train de monter des trucs, qui sont en train de se bagarrer, j'en dirai quelques mots. Donc, on a un rapport aux générations et un rapport à l'âge qui devient extrêmement complexe. Et donc, je vous disais, par exemple, il y a un terme qui est apparu qu'on appelle les quinquados. Les quinquados, ce sont des quinquagénaires qui ont 45 à près de 60 ans. Et pourquoi on les appelle des quinquados? Parce qu'ils ont leurs enfants sont à peu près élevés et retrouvent des centres d'intérêt, des motivations, des modes d'organisation de type adolescent. Notre société, elle est quand même énormément organisée à partir du modèle adolescent. Elle commence très tôt, l'adolescence, et elle est de plus en plus une sorte de passage pour changer de génération. Donc, je ne vais pas détailler ça parce que, voilà, mais malgré tout, donc, prenons à partir du bas la génération consumériste, on va dire, ceux qui ont l'habitude de consommer, qui sont nés dans ce... je vous laisse lire, mais disons, donc, ils vont être axés sur cette manière, ce rapport à la consommation. La génération de 10 ans plus tôt, c'est la première génération de l'individu. Alors, la consumériste, c'est les 68 arts, hein. Entre parenthèses, c'est les 68 arts qui ont révolutionné la place de la femme, la place de la question de la famille, et ceux qui vont révolutionner la question de la place de la manière de vieillir. Les 68 arts n'accepteront pas les EHPAD tels qu'ils sont actuellement. C'est évident qu'ils vont repenser. Alors, c'est une génération qui a ce type d'intérêt, puis qui a aussi des défauts, hein, parce qu'elle est quand même dans la jouissance, cette génération, et peut-être pas tellement dans le partage avec les autres générations, mais elle a ce mérite-là, cette génération, de repenser, d'obliger à des révolutions culturelles. Et donc actuellement, par exemple, c'est comme ça que j'explique, que je constate déjà qu'il y a énormément de centres de rencontres pour les seniors, de forums,
que la question de l'amour et du désir n'est plus du tout une question taboue à 70-80 ans, que tout ça, si vous lisez les magazines, ça commence à devenir presque des marronniers, vous en verrez chaque année sur la question du désir. Peut-on aimer encore à 60, 70 ans, 80 ans? Nouvel Obs, un dossier de cet été. Voilà. Et d'où la question, par exemple, moi je suis thérapeute de couple aussi, j'ai un certain nombre de gens que je reçois qui, au moment de la retraite, viennent interroger leur couple, et certains ne vont pas vieillir ensemble. Parce qu'au fond, ils se sont organisés dans des vies séparées, les enfants étant partis. Il n'y a plus rien qui fait vivre le couple. À l'inverse, d'autres vont relancer, je veux dire, mais c'est ça que je voulais dire par cette dimension de réinventer sa vie à un moment donné, c'est qu'un couple, c'est pas comme jadis, un couple, c'était... On était mariés, ça durait, et puis voilà. Tandis que maintenant, ce couple-là, il faut toujours qu'il reste vivant et qu'il y ait suffisamment de désir et d'amour. Ce qui est beaucoup lui demander quand même. Alors, il y a un livre de la collection de Michel Billet, qui est sociologue, et Didier Martz, qui est philosophe, au fond, et qui s'est intéressé, au fond, à cette campagne de pub, à la fois de pub gouvernementale, on va dire, administrative, et aussi économique, sur le bien vieillir. Franchement, vous allez sur le net, vous ouvrez n'importe quel journal, même le journal le plus rural, quoi, on va dire, il est gagné par cette question du bien vieillir, comment bien vieillir, les 5 exercices pour muscler sa mémoire. Enfin bon, tout ça, derrière ça, si vous voulez, vous avez une politique qui est là. Alors, au fond, vous en connaissez, vous, des gens qui veulent mal vieillir? Personne ne veut mal vieillir. Et d'abord, vous verrez, tout à l'heure, j'aborderai la question que ce n'est pas simple de vieillir. Mais là, on est enjoint, en quelque sorte, à réussir son vieillissement, comme on réussissait son couple, on réussissait sa vie de parent, on réussissait sa vie professionnelle. Voilà. On va devoir réussir son vieillissement, et malheur à ceux, notamment en EHPAD, qui sont présents quasiment comme des victimes, malheur à ceux qui ne réussissent pas leur vieillissement. Donc il y a des sortes d'injonctions. Et on est dans une société d'injonctions sur la lutte contre l'obésité, il y a plein de choses. On est dans des injonctions avec souvent des choses paradoxales. Et donc ça donne une espèce de formatage, de conformisme, et ça vaut le coup d'abord de comprendre comment on nous pense, là encore une fois, de décrypter ça, et puis ensuite après de décider et choisir la vie qu'on veut mener. Parce que derrière ça, il y a ce qu'on appelle la silver economy. En 2013, on va dire, il y a eu un contrat de filière entre l'État et la filière industrielle, l'industrie du bien vieillir, c'est comme ça que ça s'appelle, comme le numérique, comme le nucléaire. Il y a 7 contrats, comme la médecine numérique. Il y a 7 contrats de filière qui sont des contrats de filière d'innovation. L'État a misé sur 7 dimensions de la société, à charge pour les entrepreneurs, les grosses boîtes, de développer cette dimension-là. Ça explique aussi pourquoi il y a cette puissance médiatique et de marketing. Mais bon, moi je souligne quand même qu'il y a une indécence de la silver economy, puisque les gains sont maximaux. Je veux dire, si vous voulez avoir un placement qui rapporte, il faut miser dans Corian ou Orpea. Mais pourquoi ils sont maximaux au fond? Parce que tout est tiré, on va dire, au niveau de la rationalité, tout est rationalisé. Vous savez, il y a de temps en temps des scandales qui viennent éclairer un peu les choses sur ce qui est attribué au prix pour se nourrir, c'est 4 € par jour, 4 € et quelques, mais c'est aussi le prix d'un EHPAD. Le prix d'un EHPAD mensuel, c'est quand même très cher. Enfin bref, il y a un tas d'éléments qui font que d'un côté, il y a une politique où on s'intéresserait aux vieux, mais de l'autre côté, les vieux sont aussi un gisement, en quelque sorte. Et donc nous, on dit, on n'est pas les seuls, mais sur EHPAD de côté, on dit que est-ce que c'est bien normal de laisser la silver economy qui a une politique d'influence, qui influence les décideurs, qui nous influencent, etc. Est-ce que c'est bien normal qu'on les laisse décider? Parce que, par exemple, la question du ratio de personnel en EHPAD par rapport au nombre de résidents,
on est un des pays où le ratio est le plus faible. Au Danemark, c'est 1 pour 1. Nous, c'est maximum 4 à 6 pour 1. En Allemagne, c'est plus, etc. Donc, ce que je veux dire, ce ratio-là, c'est-à-dire le nombre de personnels dévolus aux prises en charge des personnes âgées en EHPAD, ben, est le fruit d'une politique et d'une négociation. Il y a des lois régulières, mais d'une négociation entre l'État et les lobbies, etc. Alors, maintenant, si on prend ça on quitte le marketing et un peu la politique pour aller sur le social. Donc c'est une question majeure, mais le vieillissement, mais un rapport compliqué et paradoxal. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au fond, pour la première fois de l'humanité, on a la possibilité de vivre longtemps. Et quand même longtemps en santé correcte, satisfaisante. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on refuse de vieillir, ce qui est quand même curieux. C'est-à-dire qu'on refuse de vieillir à ce moment-là où on a la possibilité de vieillir correctement. Donc là, c'est un paradoxe qui est interrogé. Donc il y a beaucoup de représentations négatives. La vieillesse est associée au déclin, au naufrage, à la catastrophe, la dégradation, la déchéance. Qui traduit en quelque sorte une société occidentale qui n'aime pas sa vieillesse, à travers ses représentations. Et bon, je ne vais pas reprendre ce qui est connu de tout le monde, elle n'aime pas la vieillesse puisque c'est la jeunesse, ce sont les valeurs de la jeunesse qui priment. Il y a 2-3 siècles, ou peut-être même un siècle, c'était des valeurs de la sagesse et de la vieillesse qui primaient. Donc ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas que ce regard qu'on a sur nous-mêmes ou sur les autres âgés, il est déterminé par le rapport culturel et les signifiants, on va dire, sociétaux qui prédominent. Et si on ne prête pas attention, on est rapidement pris dans des manières de penser qui vont produire des représentations négatives. Donc il s'agit surtout de ne pas vieillir. Je lisais un magazine, n'importe lequel, ou alors il faut vieillir sans vieillir, ou vieillir en restant jeune, voilà. Donc, il faut apprendre à vieillir. On va nous apprendre à vieillir. Oui, on nous apprend à vieillir, comment bien vieillir, etc. et réussir son vieillissement. Alors, les seniors, dans ces contextes-là, sont perçus comme un problème économique. Ce qui est faux, parce que, en ruralité particulièrement, mais partout ailleurs, je veux dire, il y a combien d'artisans, combien de marchands, etc., qui vivent grâce aux seniors, grâce à leur consommation, la voiture qu'il faut réparer, etc. Je veux dire qu'on présente toujours cette question-là comme un impact économique, mais c'est pas du tout aussi simple que ça. On présente la vieillesse comme une maladie. Donc il y a une espèce de collusion avec des maladies, et la plus crainte de nous tous, de nous toutes, c'est Alzheimer, qu'on présente au fond comme une forme maladive de la vieillesse. Or, Alzheimer n'est pas... elle est liée au fait qu'on vit longtemps, c'est clair, mais il y a de plus en plus des formes précoces de la quarantaine d'Alzheimer qui montrent bien qu'au fond, ce n'est pas forcément lié à la question du vieillissement, mais c'est lié à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas encore, mais à une atteinte neuronale. Ou alors on présente comme un délit. C'est-à-dire, on devient un coût, une charge, et donc il y a toute une culpabilisation, et au point qu'en Belgique, par exemple, où l'euthanasie est légalisée, il y a des gens qui ont demandé l'euthanasie parce qu'ils estimaient que la manière qu'ils vieillissaient n'était plus digne, ils ne voulaient pas donner cette image à leurs enfants et petits-enfants. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut avoir toute une pression sociale et culturelle de ne pas peser. On l'entend d'ailleurs souvent, c'est les personnes âgées, c'est de dire mais je vais coûter, ça pèse sur mes enfants, ça va coûter, etc. Et comme la société renvoie cette dimension-là, c'est un coût économique, etc. Donc il faut franchement avoir mauvais caractère pour résister à toutes ces injonctions qui est qu'on est des inutiles ou je ne sais quoi. Alors, pour comprendre les seniors, évidemment, ce n'est pas la même chose si les seniors sont actifs ou si ils sont à la retraite. Aux États-Unis, il y a des gens qui, à 80 ans, travaillent toujours et ils ont un mode de vie comme ça. Donc,
la question de la retraite, elle va évoluer, c'est clair. Il y a un tas de gens qui vont travailler bien plus longtemps que 62 ou 65 ans. Voilà. Alors, quelles sont les fonctions des seniors? Économique, je vous ai dit un mot. Les seniors sont éminemment présents dans les associations. Beaucoup d'associations, quelle que soit la nature des associations, ce sont des seniors qui sont impliqués, donc ils sont des acteurs de la société. Il y a pas mal de seniors qui sont engagés dans la vie citoyenne. Et donc, traditionnellement, c'est une catégorie d'âge à qui on attribue la fonction de transmission du savoir, du savoir-faire, du savoir-être. Là, je renvoie aux travaux d'un économiste indien qui montrait comment, par exemple, le Bangladesh arrivait à faire face à des catastrophes qui en font un des pays les plus dangereux parce qu'il y a une tradition de transmission de savoir-faire, de savoir-faire et savoir-être dans les situations de catastrophe. Et je dis par là même que, par exemple, les patients Alzheimer, si on maintient la relation avec les générations suivantes, il y a une transmission qui peut se faire aussi sur la façon dont ils font avec cette maladie. Et donc, ça permet d'affronter des situations extrêmement difficiles. Je pense à une situation d'une petite fille qui est en train d'écosser les petits pois avec sa grand-mère, qui a un cancer, qui va bientôt mourir, qui discutent l'une et l'autre de la vie, la mort, la vieillesse, en écossant les petits pois, c'est-à-dire en étant dans quelque chose de vivant, d'échange, etc. Et Claire, cette petite fille, elle reçoit une formation en tant qu'être humain, une formation à faire face aux vicissitudes de l'existence. Donc il y a là quelque chose de ce qu'on appelle des anciens, puisque maintenant Internet a remplacé la mémoire des anciens. Donc au fond, Wikipédia, il n'y a pas mieux. Par contre, l'expérience de vivre, d'affronter des choses, ça, Wikipédia ne peut pas le subvenir, et ça se transmet via la subjectivité entre les différents partenaires. C'est aussi un modèle de moindre maîtrise, puisque le fait de vieillir, on perd un peu le contrôle musculaire, etc., etc. Et donc, ça n'empêche que ces gens-là continuent de vivre, d'avoir du plaisir, etc. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui interroge dans une société où la question de la performance est au premier plan. Donc il y a tout le lien intergénérationnel. Et plus particulièrement, et je reviens sur la dimension d'écosystème, il y a la notion d'enracinement dans une terre, une culture, une langue. C'est que l'histoire, elle n'est pas simplement par les livres, Internet, mais aussi par les humains. D'inscription dans l'histoire, il suffit de voir les enfants, on va dire à 5-6 ans, il y a un moment donné, il y a un investissement des grands-parents qui est très important, parce que c'est l'au-delà des parents, ça commence à être l'au-delà de la petite famille, on s'ouvre à l'intergénérationnel, et donc il y a toute l'histoire de la famille, et à travers la petite histoire, la grande histoire, etc. Donc c'est des dimensions de transmission, d'introduction au sacré, oui, parce que la proximité de la mort fait qu'on s'interroge, qu'on soit croyant ou pas, on s'interroge aux dimensions spirituelles, à ce qui est sacré ou pas, alors qu'on est une société tellement de consommation et les gens bossent et puis ensuite il faut emmener les enfants sur les activités, etc. Donc on n'a pas le temps de s'intéresser, sauf pendant les vacances, on va dire dans le meilleur des cas, s'interroger au sacré. Les anciens peuvent être un modèle, une modalité d'accès. Donc vieillir, c'est des remaniements. Donc il s'agit de remanier son rapport au temps. C'est évident que si j'ai 20 ans, je n'ai pas le même type de rapport au temps passé, présent, futur que si j'en ai 40 ou 80. Remanier son rapport au monde, remanier son rapport aux autres. Si je suis fils ou c'est pas la même chose que si je suis père ou grand-père, etc. Donc c'est ça l'intérêt aussi d'une vie, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de remanier. On a en même temps une permanence identitaire, on est soi-même, et en même temps on est en train de changer, et notamment dans le rapport aux autres et aux générations. Remanier son rapport à soi-même, je l'illustrais tout à l'heure, mais toute la question de l'image, toute la question de l'estime, toute la question de la connaissance qu'on a de soi-même. D'un point de vue psychanalytique, au fond, qu'est-ce que c'est que vieillir? C'est donc un processus psychique
évolutif ou par crise, qui consiste pour un sujet dit âgé, on va dire, à intégrer ce à quoi le fait de vieillir, voilà, ça nous oblige à remanier les choses. Quant à notre désir, et une particularité de l'être humain, c'est que notre corps change, notre désir ne change quasiment pas. C'est-à-dire, et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on désire toujours, mais on a moins les moyens de réaliser ou d'exprimer son désir. C'est ça une des difficultés du fait de vieillir. D'ailleurs, quand on écoute les gens, ils ont toujours le même type de position. L'une se dit elle est toujours la princesse, l'autre c'est toujours l'explorateur. Ils n'ont pas bougé en termes subjectifs. On ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est notre corps et où on en est de notre vie. Donc, quant au désir, au temps qui passe, je l'ai déjà dit, et à la mort, évidemment, la mort est un signifiant, est un élément fondamental, mais la mort, elle est très intéressante pour moi parce qu'elle est un rappel de la nécessité de vivre pleinement sa vie. Et c'est pour ça que c'est important que les enfants, les petits-enfants, soient impliqués dans les décès de grands-parents, qu'ils aillent dans un cimetière, à l'église, etc. Parce que d'abord, ils voient ce que c'est que le sacré. Ils le voient, comment des humains s'organisent pour faire ce passage-là de la vie et de la mort, etc. Mais surtout, c'est que ça leur rappelle que, contrairement à un jeu vidéo, on a 36 vies, là on n'en a qu'une, et il s'agit de la vivre. Donc la mort est un élément essentiel pour ne pas oublier de vivre et le plus pleinement sa propre existence. Donc ce travail psychique, il est conscient, inconscient, il débute lors de la crise de vie. Donc je vous ai dit les premières défaillances limites corporelles. Pourquoi? Parce qu'on a une sorte de fantasme d'immortalité qui fait que pendant très longtemps, on vit comme des immortels. On ne semble pas concerné par le temps qui passe. Et en termes physiques, par exemple, on a ce qu'on appelle le silence des organes, jusqu'à la crise du milieu de vie, hormis quand on fait un effort ou quand on est dans une relation sexuelle intense, notre corps, il ne se manifeste pas. Le silence des organes. Mais quand il commence à se manifester, le genou, la cheville ou je ne sais quoi, donc on a des indices qui nous rappellent que le temps passe. Alors, vieillir, il s'agit d'une rude mise à l'épreuve spéculaire du narcissisme, et la qualité de notre narcissisme, c'est-à-dire l'image qu'on a de nous, l'estime qu'on a de nous, la confiance qu'on a en nous, est un facteur important pour accepter ou pas de vieillir. Ça remet en jeu notre identité, ça active de nombreux processus de deuil, de remaniement. C'est pour ça qu'il y a des hommes ou des femmes qui changent de partenaire plus jeune, parce que c'est un moyen habile, en quelque sorte, d'éviter le fait que le vieillissement, je ne me sens pas vieillir, mais ma femme, mon mari, je vois des indices comme quoi on est en train de vieillir, et donc changer de partenaire plus jeune me permet de maintenir l'illusion que je ne vieillis pas. Tout ça, c'est des défenses psychologiques que les êtres humains font par rapport à des situations comme ça. L'humour, le pas de côté et les sublimations, c'est-à-dire la question de la culture, sont essentielles. C'est intéressant de vieillir, il y a un intérêt à vieillir, à condition qu'on accepte de vieillir. Voilà. Si on accepte de vieillir, alors il y a quelque chose de nouveau qu'on va découvrir. Si on n'accepte pas de vieillir, ça va être compliqué de vieillir. Et par exemple, si à la crise de milieu de vie, parce que tout le monde fait plus ou moins une crise de milieu de vie, la plupart du temps, ça passe inaperçu, c'est des réflexions, ou entre amis, entre copines, on se dit des choses, etc. Et puis, la crise de milieu de vie a été élaborée, etc. Mais il y a des gens qui ne la font pas, qui la réfutent, qui vont agir sur... je ne porte aucun jugement moral par la chirurgie, la médecine plastique, etc. Et donc, ce sont des gens qui seront en grande difficulté quand ils auront 70, 80, je ne parle même pas d'entrer en EHPAD, puisqu'ils n'auront pas commencé à avoir ce travail de souplesse psychique, de plasticité psychique que permet le fait de vieillir. D'ailleurs, le fait de vieillir, c'est aussi, et d'accepter de vieillir, c'est un indice de notre plasticité psychique, notre capacité de nous adapter et de rebondir face à quelque chose qu'on n'avait pas demandé et qui nous tombe dessus. Donc, je vais aller très vite sur la question de la culture, puisque au fond, vous êtes des professionnels de la culture. Le seul truc que je vais mettre en avant, c'est l'étymologie
Et donc, le terme culture vient du verbe colere qui signifie habiter ou cultiver. Donc, pour moi, je relie ça à la question de l'écosystème, c'est-à-dire que la culture me permet d'habiter mon corps, ma vie à quelque chose, mais aussi de la cultiver, mais d'habiter, de cultiver aussi mon territoire, mon terroir, mes relations avec les autres. Donc voilà, la culture, c'est quand même une notion fourre-tout. Et pour ma part, en fait, je distingue culture générale, d'accord, culture comme pratique artistique, d'accord, culture écosystémique, c'est ce que je vous disais, parce que c'est une... Quand on avance en âge et qu'on est dans son même territoire, on a un ancrage dans sa maison, son appartement, sa rue, son quartier, les arbres, etc., qui sont un élément fondamental de maintien de l'identité, y compris quand on a des pertes de mémoire, tout ça, etc. Le fait qu'on soit dans cet ancrage territorial et de terroir est un moyen qui vient compenser. Et ce rapport-là, il est très culturel, c'est-à-dire qu'on a une connaissance de ce rapport-là, et ce rapport-là culturel, pardon, il a à voir aussi avec la culture subjective et singulière de chacun d'entre nous. Dans votre discipline, dans le domaine de l'action culturelle, vous parlez de public empêché. Au fond, je me suis dit, mais le terme empêché, je l'aime bien parce que je n'avais pas connaissance de ce terme-là et je trouve qu'il est assez signifiant, on va dire. Donc, partant de cette expression, je la détourne et je parle d'une vieillesse sans péché. Est-ce qu'on pourrait parler d'une vieillesse sans péché? Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis. Même si la question des seniors, c'est aussi des gens autonomes qui viennent à la médiathèque, etc. N'empêche que la vieillesse sans péché pour laquelle on est réunis, ce sont les gens qui sont dans le cadre du maintien à domicile. Comment on fait pour que la question de la culture fonctionne? Pas simplement l'écran de télé, ce qui est déjà pas mal, ça peut être une lucarne sur le monde, mais et évidemment aussi en EHPAD et en hôpital gériatrique. Bon, enfin, l'hôpital gériatrique, on n'y fait que passer. Donc, empêcher, c'est être pris au piège, d'être entravé. Oui, hein, quand vous entendez les gens parler de leur corps avec un Parkinson, on sent bien qu'ils sont entravés. On sent bien, un Parkinson, mentalement, il fonctionne bien. Une sclérose latérale amyotrophique, mentalement, il fonctionne bien, mais son corps, dans la SLA, ne fonctionne plus du tout, et c'est là le terrible de l'histoire. Et donc, on est dans l'impossibilité, quand on est empêché, d'agir, d'être retenu, qui empêche d'être présent. Ce qui va donc nécessiter des missi dominici que vous êtes. Des gens qui vont aller à la rencontre de ces sujets âgés vulnérabilisés, empêchés en EHPAD. Quelques aspects psychiques de ces sujets âgés vulnérabilisés. D'abord, il faut bien comprendre que quand quelqu'un rentre en EHPAD, il produit un effort énorme, comme rarement dans l'existence on a à faire. Un énorme effort. Je l'apparente à aller vivre dans un pays étranger dont on ne maîtrise pas la langue. C'est aussi difficile que ça demande un effort psychique. Et donc, ce n'est pas évident, puisque souvent il y a une rupture entre la modalité de vivre avant et la modalité de vivre collectivement. En plus, je rappelle que ce n'est pas simplement qu'on est vieux et qu'on dépend d'autrui, c'est qu'en plus on vit en collectivité. Et ça, la collectivité, à quelque âge qu'on est, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas simple. La collectivité ne signifie pas forcément les relations sociales. Ce sont deux choses différentes. Bon, en EHPAD, on développe des relations sociales, mais il y a aussi une dimension de collectivité qui écrase le singulier et l'individu. Donc, toutes les pratiques culturelles, que vous soyez animateur ou que vous soyez intervenant extérieur, sont des opportunités de se retrouver comme sujet. En tout cas, moi, je vous invite à ça. Même si c'est un truc de groupe, une pratique de groupe, ce qui est fondamental, c'est la dimension subjective, puisque vivant en collectivité et n'ayant pas tous leurs moyens pour maintenir cette dimension, je ne parle même pas de citoyenneté, tout ça, il y a donc besoin de pouvoir s'échapper et de pouvoir se retrouver, notamment grâce à l'art ou les pratiques. Voilà. Parce qu'au fond, exister, ce n'est pas simplement vivre, c'est-à-dire c'est donner un sens et tout ça. Donc la question, c'est comment on aide quelqu'un à relancer le désir, l'envie de vivre, après une séquence éprouvante et traumatique. C'est un des enjeux, et c'est le travail que font les équipes d'EHPAD. Encore une fois, la charge de travail qu'elles ont, ces équipes,
est si importante, il y a tellement de toilettes par exemple qu'il faut enchaîner les toilettes, etc., qu'au fond, le temps qu'il y a d'échange, or pour moi, je considère que dans un EHPAD, l'essentiel de l'intérêt de la journée pour un résident, une résidente, c'est le fait qu'elle ait une rencontre un peu désirante avec un soignant. Une aide-soignante par exemple, qui sont les plus proches, c'est ce temps-là qui va faire que cette journée a été valable ou pas. S'il n'y a pas eu ce temps-là, eh ben, la journée va être longue et difficile. D'où l'importance du récit. Et la littérature, pour moi, est fondamentale, d'abord pour comprendre l'humain, comme moyen de comprendre la psychologie, la sociologie des gens, il n'y a pas mieux que la littérature, le cinéma aussi. Or, dans la littérature, dans le cinéma, il y a un récit. Les gens que vous voyez, notamment en EHPAD, manquent de récit. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à penser ce qui leur arrive. Donc un des objectifs, et l'autoportrait c'est un récit, par exemple. Rembrandt, il se fait un récit comme ça. Et il y a une continuité, etc. Il y a un problème de continuité. La culture, l'action culturelle peut être un élément de récit. Et notre espèce humaine, elle est caractérisée par le besoin de récit. Et les choses qui sont insensées, qui sont trop rationnelles, elles nous rendent folles, elles nous rendent passifs, elles nous rendent conformistes, etc. Si on ne comprend pas un minimum le monde dans lequel on vit, et je pense qu'il y a ça quand les gens arrivent en EHPAD, alors ça a un effet supplémentaire aux troubles cognitifs qu'ils peuvent avoir. Quand vous interviendrez soit au domicile, soit même soit en EHPAD, vous serez confronté à des gens dits Alzheimer. Alors précisément, c'est Alzheimer et apparenté, ça montre bien que c'est une catégorie fourre-tout et que la question du diagnostic reste toujours problématique. Mais caractérisons Alzheimer par des troubles cognitifs importants et un syndrome plus ou moins démentiel. Voilà. Donc, pour comprendre l'expérience humaine de quelqu'un d'Alzheimer, il faut l'imaginer comme quelqu'un de perdu. Il est perdu. Et souvent, on le réduit à des pertes. Pertes cognitives, pertes, etc. Oui, mais ça, c'est des pertes, ça ne donne rien, c'est cognitif. Par contre, l'imaginer comme quelqu'un de perdu, là, vous vous approchez, par cette métaphore, de ce que vit cette personne-là. Et plus on s'approche métaphoriquement de quelqu'un, plus ensuite on peut ajuster la proposition qu'on fait aux besoins culturels ou d'animation. Donc il faut l'imaginer comme perdu, mais trouvable ou retrouvable. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez envie d'aller le chercher, ce sujet perdu. Moi je dis qu'il est aux marges, je dis même qu'il est marginal. C'est-à-dire que vous ne le trouverez pas à l'endroit où vous rencontrez les autres individus. Vous le trouverez soit par les émotions, soit par des petits biais, enfin bon, je ne vais pas développer, mais on peut le trouver, le retrouver, mais ça demande de s'engager et d'être présent. Et dans le cadre d'une relation de sécurité affective, c'est ça qui est fondamental. Si vous dites que vous allez venir, je ne sais pas, la semaine prochaine, vous venez la semaine prochaine. Même si ça n'a pas été, au niveau cognitif, il y a une perte des repères, n'empêche que c'est fondamental. Parce que si l'intelligence cognitive, l'intelligence subjective disparaissent progressivement, l'intelligence affective est ce qui perdure le plus possible. Et d'ailleurs, c'est intéressant, à ce moment-là, on se dit, mais donc, puisque l'intelligence, c'est notre manière qu'on a d'essayer d'appréhender le monde tel qu'il nous est proposé. Quand on n'a pas accès aux catégories, au cognitif, eh bien, donc, ce sont des gens qui comprennent le monde par les émotions que vous exprimez, que vous diffusez ou qu'ils expriment. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir, vous n'avez pas une représentation disqualifiante de ces gens-là, mais valorisante. Alors, il y a un livre, on y reviendra si vous voulez, ça s'appelle L'interlocutrice. La fille, après la mort de sa mère, qui avait un Alzheimer, découvre dans les bibliothèques que sa mère écrivait et répondait aux personnages des romans de gare. Et donc, elle n'est pas seule, puisqu'elle est en permanence en train d'interagir. Par exemple, il y a un moment donné un des héros qui dit « moi je suis fatigué », elle dit « moi aussi ». Il y a une des héroïnes qui dit « je n'ai pas d'amis », elle dit « si, moi j'en ai 6 », etc. Donc, elle était identifiée, elle est Alzheimer, mais elle est à la recherche d'un interlocuteur. Je vous renvoie à ce que je vous ai dit précédemment.
on a besoin d'un interlocuteur, d'une interlocutrice, c'est-à-dire quelqu'un qui est là présent dans la relation. Voilà, la prise de tête, eh ben, voilà. Alors, est-ce que culture et EHPAD, est-ce que c'est compatible? Ben, oui, d'abord, ça fait partie intégrante du projet d'établissement, donc c'est compatible. Après, ça interroge la formation des directeurs. Hein. Il y a deux types de directeurs, deux types de profils. Il y a des directeurs qui sont des managers, qui ont été formés comme ça, et donc ils managent leur entreprise, leur EHPAD. Et il y a des gens qui sont des acteurs sociaux, qui viennent du terrain ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça ne va pas donner le même genre d'ouverture, ça ne va pas donner le même genre de rapport humain, etc. Donc, il vaut mieux savoir quel est le profil de votre directeur ou du directeur de l'EHPAD dans lequel vous allez, pour pouvoir faire avec. C'est ce que j'appelle le facteur humain. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de directeurs qui ont quand même une dimension humaine très intéressante. Et à ce moment-là, l'EHPAD est plus qu'un EHPAD. C'est pour moi un élément aussi fondamental que la mairie, que l'église, que l'école, etc. Donc, santé et culture, est-ce que les logiques sont compatibles? Elles le sont, à condition quand même qu'on précise bien les différences de l'une et l'autre. Je reviendrai si vous voulez. Parce qu'en fait, lorsque les EHPAD sont fermés, on a ce qu'on pourrait appeler une sorte d'acculturation, hein, c'est-à-dire que les gens perdent leur culture d'origine et s'adaptent à une culture localisée, fermée. Et c'est comme ça, par exemple, de temps en temps, on a ce qu'on appelle des formations en faux self, faux soi, c'est-à-dire, mais ce n'est pas propre aux EHPAD, hein, c'est des gens qui présentent un mode de fonctionnement parfaitement adapté à la société, en l'occurrence la EHPAD, mais qui ne reflètent plus leur personnalité profonde, qui est bien planquée et qui est à distance. Et c'est comme ça qu'on a des amis, des gens qui disent « mais je ne le reconnais plus, il n'a jamais été comme ça ». Et donc c'est intéressant de discuter avec la famille ou avec les amis parce qu'on va pouvoir s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas une trop grande adaptation au point d'un conformisme et au prix d'une perte subjective. Il faut quand même questionner le social. On dit EHPAD, établissement médico-social. De toutes les structures médico-sociales, c'est quand même bien celle pour qui le social est le plus compliqué. Pour une raison assez simple, hein, c'est que d'abord, la dimension sanitaire et thérapeutique, elle est au premier plan. Et la dimension sanitaire et thérapeutique, c'est difficile d'articuler ça avec la dimension sociale. C'est possible, mais ça demande un état d'esprit quand même très ouvert. Parce qu'il faut dire aussi que la pression qui s'exerce sur les EHPAD et les directeurs est très forte. Pression sécuritaire, pas de prise de risque, etc. Donc c'est compliqué. Si le directeur, la directrice n'a pas mauvais caractère, enfin vous entendez bien comment je dis mauvais caractère, c'est-à-dire ne veut pas subir, à ce moment-là, il est plus simple d'appliquer les procédures, les recommandations, les évaluations, etc., mais au prix de la perte de la vie désirante et subjective. D'où cette idée de proposer l'action culturelle en amont lors du maintien à domicile. Ça m'intéresserait de débattre avec vous là-dessus. Pour moi, la place de la culture, évidemment, elle est importante. La culture générale, la culture artistique, la culture écosystémique, la culture individuelle, hein, elle est importante. Elle est un indice et un facteur de bonne santé institutionnelle. Un indice, pas parce que c'est un indice d'ouverture, et un facteur de bonne santé parce que on parle souvent du fardeau des aidants familiaux. On dit les aidants familiaux, c'est difficile, etc. On parle de fardeau, il y a même une échelle de fardeau. Mais ça pèse aussi sur les soignants. Il y a une sorte de fardeau qui pèse, une charge de travail. Il y a une notion qui a émergé il n'y a pas longtemps, qui est la souffrance éthique. C'est une notion qui commence à apparaître, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de professionnels souffrent parce qu'ils sont obligés d'accomplir des actes qui les met en désaccord avec leur éthique. On pense par exemple aux gens qui travaillent en abattoir, mais évidemment c'est pas pareil, mais il y a quand même beaucoup de soignants qui ne sont pas contents d'eux-mêmes, qui voudraient faire autrement. Et donc il y a une souffrance éthique, ça explique qu'il y ait des arrêts de travail, un burn-out, parce que ne pas être satisfait de soi-même
et du travail qu'on fait, ben, ça a un prix. Et je fais une comparaison par exemple avec les équipes de soins palliatifs, qui à l'origine étaient des équipes de gérontologie. Mais la culture des soins palliatifs est complètement différente de la gérontologie, elle n'est pas pyramidale, elle est, on va dire, en réseau et horizontale. Et dans bon nombre de structures, une aide-soignante va dire au nom d'un patient ou d'une patiente, va se positionner contre le médecin ou je ne sais pas qui, et sa parole a autant de valeur. Sa parole a autant de valeur. Moi, je considère que la parole des aides-soignantes, comme elles sont proches des résidents, sont comment dire, cette parole a une valeur au moins aussi importante que la question du diagnostic. Parce que bon, ok, on fait un diagnostic et une thérapeutique. Mais bon, il faut vivre, puisque c'est soi-disant des endroits où on vit. Dans EHPAD, il y a le H qui veut dire hébergement. Je suis hébergé, en général, de manière temporaire. Donc, est-ce que le H pourrait se transformer d'hébergement en habitat? Ça serait intéressant, en termes de nom, mais aussi en termes de réalité de fonction. Parce qu'en effet, les gens sont chez eux, ils payent suffisamment cher, au fond. Hein. Alors, la culture, la place de la culture, elle est importante pour les soignants, parce que c'est un moyen de ressourcement, d'accéder à une créativité, surtout un levier pour une présence désirante, et l'importance du romanesque dans la compréhension de la vie des autres. Sur quelques maisons de retraite, pendant quelques années, j'animais des groupes, des groupes de synthèse une fois par semaine, et donc chaque groupe, il y avait une présentation d'une personne, etc. Et en fait, chaque vie est un roman. Moi, en tant que thérapeute, je vois chaque personne que je reçois comme un roman, avec des styles romanesques. Certains, c'est du naturaliste, d'autres, c'est du foisonnant, d'autres, c'est du lapidaire, chacun son style. Mais chaque vie est un roman. Et donc, pour revenir sur les EHPAD, les soignants s'identifient mieux, comprennent mieux à qui ils ont affaire quand on fait le récit. Je reviens sur la notion de récit, parce qu'il y a une dimension romanesque. Et d'ailleurs, on peut s'identifier, ou identifier sa grand-mère, ou sa mère, ou je ne sais quoi. Et à partir de ce moment-là, tous ces liens-là, grâce à non pas la culture, là directement, mais ça a à voir avec la littérature, tous ces liens-là aident ensuite dans le soin, dans la relation. Pour moi, un type de culture aussi, au sens, pour le coup, de terroir, donc il y a de plus en plus de poulaillers dans des EHPAD. De plus en plus, voilà. Dans un certain nombre de cas, ce sont des résidents qui sont à l'origine de ces poulaillers parce qu'ils avaient un poulailler, parce qu'ils avaient un savoir-faire, un savoir-être. Vous voyez ce que je vous ai dit. Et donc, ce savoir, souvent ce poulailler, un poulailler, ce n'est pas simplement un endroit où les gens viendraient se rappeler les poulets, etc. C'est aussi un endroit où on va vendre des œufs, puisqu'ils ne peuvent pas les consommer. Hein. Vous savez qu'on ne peut pas consommer les œufs comme ça en EHPAD. Donc on va vendre des œufs, ça va être des familles avec des enfants qui vont passer. Il y a quelques EHPAD, il y a des bourses des graines là-dessus qui se mettent en place. Et donc voilà l'EHPAD qui devient un endroit où on va acheter des œufs, où on va échanger des graines, etc. Devient un endroit de commerce, entre parenthèses, de transaction, on va dire. Et un endroit aussi de commerce aussi, si on achète les œufs, et un endroit d'ouverture, etc. Les résidents, les résidentes, elles voient des allées-venues, des familles, des enfants, etc. Le poulailler, il subvertit la logique institutionnelle qui peut être close. C'est-à-dire qu'il oblige à ouvrir. Je précise que cet homme-là recevait ensuite, dans l'EHPAD, à côté de son poulailler, des gens qui voulaient créer un poulailler chez eux dans la ville. Donc c'est un formateur. Hein, cet homme-là qu'on qualifierait de dépendant et de je ne sais quoi, c'est un formateur. Là, par ce petit exemple, j'espère vous montrer un petit peu quelle est la différence entre l'action, l'interaction et comment ça rend les gens sujets et acteurs, ou bien passifs et éventuellement consommateurs ou observateurs. Donc, l'animation en EHPAD, c'est désiré, pas d'animation sans désir. La dimension d'accordage affectif est une question très intéressante. En fait, l'accordage affectif, c'est les travaux sur les bébés qui l'ont mis en place, qui ont été découverts par Stern, un Suisse.
L'accordage affectif, c'est la manière dont une mère s'accorde avec son bébé, qui au départ est un inconnu ou une inconnue. Et donc, si vous observez les mamans, donc il y a tout un temps de tâtonnement avant de s'accorder, dans le rythme, dans l'alimentation, etc. Puis après, une fois qu'il y a cet accordage affectif, la relation fonctionne. Et on le voit très bien parce qu'il y a des familles, l'ensemble des enfants a été dans un accordage, et puis il y en a un, pour des raisons X ou Y, il n'y a pas eu cet accordage. Et donc ça donne des relations. C'est pas que les gens s'aiment pas, mais ils ne s'accordent pas. Ils sont dans la discorde, parce qu'il n'y a pas eu ce temps d'accordage. Qui n'est pas toujours évident. Il suffit qu'une maman ait une énième grossesse, enfin je ne sais pas, sa deuxième, sa première, sa troisième, peu importe, mais qu'à ce moment-là, elle était moins disponible. Qu'elle a dû renoncer je ne sais pas, je sais pas quoi, moi, un projet super intéressant, ou que son mari est au chômage, je ne sais pas, des événements qui font qu'on peut être moins disponible, moins disponible à cette rencontre assez singulière avec quelqu'un qui n'a pas de moyens de communication autre que le corps, enfin, qui a beaucoup mais quand même, c'est un peu compliqué au départ. Donc cette notion d'accordage affectif, elle est très utile, notamment dans le travail avec les gens dits Alzheimer. Puisque là aussi, comment vous allez faire pour vous rencontrer l'autre et vous accorder affectif. Une fois que l'accordage est fait, vous revenez une semaine, 15 jours, un mois plus tard, il y a une reconnaissance. Si cet accordage n'est pas fait, va falloir ce sujet-là qui est aux marges, perdu, il va falloir aller le chercher, le retrouver, parce que vous n'allez pas vous reconnaître et vous retrouver. Donc, ça ne s'apprend pas techniquement, en fait, l'accordage affectif. Moi, je dis qu'en formation, je ne sais pas si ça peut s'apprendre, ça s'éprouve. C'est la vie qui nous apprend ça. Mais on peut aussi apprendre de la vie en bossant. Hein. Donc, voilà. Donc, les animateurs, quand même, ça, c'est... ils sont seuls, souvent. Et c'est cette solitude-là qui n'est pas évidente. Ce n'est pas que les soignants ne voudraient pas le faire, c'est pas que les soignants ne voudraient pas, mais ils ont peu le temps. Et donc, seuls, ils ont besoin d'interlocuteurs et probablement besoin des médiathèques et des artistes locaux et des projets, etc. Parce qu'autrement, je pense qu'il y a un risque d'épuisement, de manière générale, et d'appauvrissement de la créativité. Or, le désir d'un animateur est la source de sa créativité, d'inventer quelque chose. Si ce désir-là est atteint, il y a un appauvrissement de la créativité et le risque, c'est de devenir de l'occupationnel. Des fois, c'est mieux que rien, mais malgré tout, le cœur de ça, c'est ce désir-là. Ce qui compte, ce n'est pas tellement que l'animation consiste à... on dit souvent, animer, l'animation, c'est donner vie à... Non, c'est créer les conditions pour que l'autre s'anime. Alors, ça peut passer par le fait que j'anime, mais fondamentalement, c'est que l'autre va s'animer. C'est ça qui va valider le fait qu'il y a de l'animation. Terminons là-dessus, en fond. Donc, comme je vous ai dit, disons, il n'y a encore pas si longtemps, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, on pensait 80 ans, et 80 ans, ça voulait dire jusqu'à la fin de la vie, quoi, centenaire, pas centenaire, etc. Et il y a quand même quelque chose qui émerge, comme quoi ça bouge très vite. C'est-à-dire une prise de conscience collective des octogénaires. Et ce qui est un peu nouveau, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'en font-ils? Quel projet adapté, fécond, réaliste, inventent-ils, vont-ils imaginer? Ça, moi, je trouve que c'est nouveau. Hein. Je parle de génération, évidemment, il y a toujours des individus qui sont un peu exceptionnels. Mais ce qui est intéressant, c'est la dimension générationnelle, c'est le nombre collectif qui indique un rapport individuel et sociétal à des gens d'un certain âge. Alors, il y a un certain nombre de ces gens-là qui se vivent comme des pionniers. Alors, pionniers de quoi? Parce qu'il y a déjà eu des centenaires, c'est pas ça la question. Ils se vivent comme des pionniers de la première génération. Ils se vivent comme des pionniers de la première génération. Avant, c'était des individus remarquables, les centenaires, par exemple. Bon, je fais une parenthèse sur l'urbanisme.
dans l'urbanisme, on a ce qu'on appelle les arbres remarquables. Ce sont des arbres qui, par leur ancienneté et d'autres critères, mais essentiellement de l'ancienneté, sont ensuite identifiés comme une maison remarquable, etc. Comme un élément qui est remarquable, etc. Entre parenthèses, je dis que les autres arbres sont intéressants parce que parfois on ne garderait que l'arbre remarquable et le reste serait urbanisé. Et les centenaires étaient des ceux qui vivaient longtemps, vieillissaient longtemps, ils avaient des vieillesses remarquables. On ne le disait pas, mais c'est moi qui fais le lien avec le terme urbanistique. Remarquables car remarqués. Et parce qu'ils étaient modélisables. Maintenant, cette dimension-là du centenaire, les centenaires ne sont plus remarquables, puisque au fond, il y en a un tas, de plus en plus. Donc en fait, la question, c'est que c'est donc une génération qui ne se pense pas en termes de remarquable ou pas, et qui se pense en termes de première génération à penser et à vivre durablement encore. Alors, je terminerai sur ça. Je vous ai dit à un moment donné, mais c'est intéressant de vieillir à condition d'accepter de vieillir. Mais qu'est-ce que c'est que le fait qu'est-ce que c'est qu'accepter de vieillir? Eh bien, ça signifie qu'il faut accepter quelque chose qu'au départ on n'arrive pas à penser, à anticiper, ou on l'a tellement pensé, parce que maintenant il y a des gens qui s'intéressent au fait qu'ils vieillissent dès 20 ans, donc on l'a tellement pensé qu'au fond on n'a pas pensé ce que c'est vraiment le vieillissement, c'est-à-dire un rapport qui change du corps et du désir, et rapport aux autres. Et il y a, selon moi, toujours un premier temps qui est le refus de vieillir. Quand on accepte de vieillir, il y a d'abord dans le premier temps, non, on n'a pas envie, ça ne donne pas envie, on voudrait continuer. Donc, ce premier temps-là du refus de vieillir, il est intéressant. Et il nous oblige à un travail psychique. Pour accepter de vieillir, et c'est cette acceptation de vieillir, ce travail psychique, fait qu'on se met à voir les choses différemment ou à découvrir des nouvelles perspectives. Vieillir, c'est un travail psychique, voilà, qui est plus ou moins continu ou brutal. Et il y a toujours cette question-là, et même si on a accepté de vieillir, mais que se pointe une nouvelle dimension liée au fait qu'on avance en âge, bah, souvent ça demande, soit en interne, soit en relationnel, quelque chose d'un travail psychique pour le dépasser. Voilà, merci. Merci.